Hello et bienvenue dans le nouvel épisode de Business Friend Family. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Nathalie Ducas, une danseuse, chorégraphe et formatrice en ligne. Bienvenue Nathalie sur le podcast. Merci. Avec plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu pour les auditeurs, nous parler un peu de ton parcours, vu que tu es passée de danseuse, artiste à chorégraphe, professeur et puis maintenant formatrice en ligne. Nous expliquer un peu ton parcours dans la danse et ces changements un peu de vie professionnelle. Ouais, donc moi j'ai une carrière de danseuse et de chorégraphe de mes 20 ans à mes 36-37 ans. Okay. Voilà. Entre-temps, j'ai fait des enfants. Je le signale parce qu'en fait, d'une, on peut faire cette carrière et avoir des enfants. Et aussi parce que ça a changé beaucoup de choses sur ma vision de mon métier. En fait, ça m'a donné envie de faire d'autres choses. Et ensuite, j'ai fait donc une formation de coaching pour améliorer à la base les programmes que j'avais déjà mis en place. Parce que parallèlement à ça, j'ai enseigné la danse pendant presque 22-23 ans, tu vois. Voilà, et j'en avais marre de tous les soirs de ne pas être chez moi. Quand on a des enfants, le soir, tu vois, c'est là où tu les vois. Voilà, puis j'étais un peu lassée. Voilà. Donc j'ai fait une formation de coaching il y a 4 ans maintenant, presque 4 ans. C'est une formation que toi, tu as créée Non, je l'ai faite, j'ai été me former en tant que coach professionnel. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de coaching, les gens, tu vois, des fois me disent c'est quoi tes coachings? Ils pensent que c'est des cours particuliers. Tu vois, c'est pas des cours particuliers, c'est du coaching professionnel. Donc c'est vraiment aider la personne à atteindre ses objectifs, en gros, quoi. Voilà, donc j'ai fait cette formation-là. Ensuite, j'ai fait d'autres formations parce qu'une fois que tu pars dans la formation, tu as envie de faire plein de choses. Donc j'ai fait des spécialisations et ensuite j'ai fait une formation de formateur. Okay. Voilà, parce que je voulais créer mes propres formations. En revanche, je ne suis pas formatrice en ligne, je suis formatrice tout court. D'accord. Et en fait, donc je forme en présentiel. Et après, j'ai une de mes formations effectivement qui est en ligne. D'accord. Et ces formations que toi tu as prises donc en tant qu'élève, tu les as prises avec à chaque fois les mêmes formateurs ou tu as changé Alors je me suis formée dans une école qui s'appelle MHD Formation pour le coaching. J'ai fait une spécialisation en coaching scolaire avec eux. Mais moi je voulais faire une formation de coaching parental. Parce que je trouvais, en fait, c'était pas tant pour mes enfants, même si tant mieux pour eux, que je l'ai faite, mais c'était parce que en faisant ma formation de coaching, je me suis dit, en vrai, il y a tellement de choses qui se sont construites quand tu es enfant, tu vois, et après ça donne l'adulte que tu es. Je vulgarise un peu le truc, mais moi en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Et je me suis dit, mais si on forme les parents, enfin si on aide les parents, on fera de meilleurs adultes. Oui, tu vois. Je suis 100% d'accord. Voilà, donc du coup, j'ai voulu faire cette formation de coaching parental pour ça. Et je me suis dit, potentiellement, ça me servira pour mes enfants. Et là, je me suis tournée vers l'école des formations positives, voilà, de Charlotte Uvira. Donc, j'ai fait cette formation-là, qui m'a apporté, qui était super, mais je suis restée un peu sur des trucs, voilà. Sur le contenu, sur l'approche de l'éducation positive et tout, j'étais entièrement convaincue, mais sur la posture de coach parental, moins. Parce que moi, on m'avait appris à pas conseiller, tu vois, en tant que coach. Et là, il y avait une partie conseil en coaching parental. Du coup, j'avais le cul entre deux chaises. Oui, il y avait une dualité en fait. Et donc, voilà. Et puis, je suis ressortie. La formation est vraiment très quali. Hein. Mais je suis ressortie, j'avais fait des cas pratiques, je n'avais pas coaché des parents. Donc, voilà, il me manquait un truc. Et en écoutant des podcasts, et notamment un podcast qui s'appelle Innovation en éducation, je tombe sur un épisode qui parle de discipline positive. Et là, je me dis, mais c'est génial ça, tu vois. Et du coup, je suis allée me former en discipline positive. Donc aujourd'hui, je suis facilitatrice en discipline positive pour les parents, pour les enseignants et pour les managers. Est-ce que c'est tourné autour de la danse ou pas du tout? Pas du tout. Alors, toutes les formations que j'ai faites n'ont absolument rien à voir avec la danse. Et après, donc, j'ai fait ma formation de formateur pour pouvoir créer mes formations. Et cette formation-là de formateur, je l'ai faite avec MHD encore. Mais, donc, je suis allée dans plusieurs organismes, mais MHD, c'est un peu mon organisme de cœur. Oui. Et la discipline positive aussi, mais la discipline positive, on se forme auprès de formatrices
indépendante reconnue par l'association de discipline positive France. Okay. Voilà. D'accord, en fait, toi, tu t'es servi des choses que tu as appris plus globalement, un peu dans la parentalité finalement. Ouais. Dans le coaching et dans la parentalité, dans l'éducation. Ouais. Ensuite, le retranscrire dans la danse. Lien avec la danse. Ouais, c'est génial, ok. Et du coup, là, les formations que tu proposes, elles portent sur quoi? Alors là, moi, j'interviens dans différentes écoles de formation où je fais de la formation, on va dire, purement danse. Enfin, des fois, j'ai un support chorégraphique, mais en fait, je les prépare aux auditions, prépare au travail de scène. Apprendre aussi à être un danseur pro dans sa posture, pas que dans la danse, tu vois. Voilà, donc ça. Et j'interviens aussi en gestion de carrière. D'accord. Voilà. Tu gères, tout ce qui est gestion de carrière, tout ce qui est gestion des statuts, gestion de l'image, la posture professionnelle, tout ça. Tout ce qu'on ne nous apprend pas en vrai dans les formations. Ok. Voilà. Donc, moi, je trouvais qu'il y avait un aspect psychologique un peu qui revenait dans tes contenus sur les réseaux sociaux. Enfin, ce qu'on peut voir, on voit un peu des extraits donc, de tes formations, de tes workshops ou tout ça. Et souvent, je trouve qu'il y a un aspect psychologique là-dedans. Est-ce que, du coup, je pense que c'est avec tes coachings, etc. Mais est-ce qu'il y a aussi un aspect... est-ce que tu as été accompagnée peut-être par des psychologues ou des professionnels là-dedans pour créer ces types de contenus quoi, sur la psychologie un peu? Alors non, parce que en fait, dans le coaching, il y a une dimension où on travaille sur la personne, sur l'estime de soi, sur des topics qui peuvent être repris en psychologie, enfin c'est de la psychologie, mais je ne suis pas psychothérapeute. Donc en fait, comme je connais mes limites, c'est aussi pour ça que je suis allée faire cette formation, parce que quand j'ai créé mes programmes, et un des premiers qui est le Performance Development, je me retrouvais à faire des cercles avec des gens qui se livraient, mais qui livraient des choses, des bombes atomiques sur leur vie. Et en vrai, j'étais pas apte à rattraper ça, à gérer le groupe et tout. Et là, je me suis dit, bon, il y a des trucs à faire. Et parce que je posais des questions qui étaient trop intrusives. Donc le coaching m'a permis de travailler sur ma posture et de savoir où étaient mes limites moi en tant qu'accompagnante. Et du coup, je ne rentre pas dans un aspect psychologique de la personne qui nécessite un psychologue. Okay. Tu vois, voilà, je connais mes limites. Par contre, je sais réorienter les gens. Oui. Je sais réorienter le débat aussi si jamais ça dérape un petit peu. Parce qu'il y a un groupe aussi. Donc voilà, même si des fois c'est dans l'humain, donc il n'y a pas de recette. Mais voilà, donc je ne travaille pas avec des psychologues parce que on est dans quelque chose de très pragmatique en fait. Après, si les gens ont besoin de travailler en profondeur, effectivement là, il faut aller voir le spécialiste qui est le bon pour eux. Mais d'où l'importance de ta formation qui t'a permis d'avoir cette posture et de connaître les limites. De connaître les limites, et c'est très important. Et moi, j'accorde pas forcément d'importance au diplôme en général, tu vois. Je suis plus quelqu'un, des fois il y a des gens qui ont des diplômes qui n'ont pas forcément les compétences qui vont avec, donc c'est une croyance que j'ai. Donc je suis pas allée là-bas pour aller chercher un diplôme, tu vois, surtout que le coaching, en fait, tu as une certification, tu peux avoir le RNCP, mais aujourd'hui c'est plus reconnu au RNCP, donc en vrai on s'en fout. Mais je voulais acquérir des compétences. Oui, voilà, c'est ça. Et savoir cadrer, voilà. Donc c'est ça qui m'intéressait, et c'est pour ça que j'encourage les gens à se former, dans des organismes qui connaissent vraiment le coaching. Voilà. Parce que des fois, il y a des trucs, c'est un peu touchy. Ça déborde un peu, justement, tu vois, sur ce côté psychologique, et on passe en posture un peu sauveur. Moi, je ne sauve pas les gens, je les accompagne. Oui, c'est ça. Moi, je ne rentre pas dans leur corps pour qu'ils aillent mieux, tu vois ou pas? Oui, je vois. Donc, le chemin qu'ils font, des fois, j'ai des coachés qui me remercient et je leur dis, mais merci à toi parce que c'est un travail d'équipe. Oui. Tu vois, je ne sauve pas les gens, je ne suis pas chirurgienne. Oui, je vois. Moi, j'ai un peu ce truc-là, mais c'est différent. Mais dans la formation en ligne, c'est vrai qu'il y a des formations en ligne qui poussent, on dit, un peu de partout parce que n'importe qui peut créer une formation en ligne aujourd'hui, en soi. Moi, ce qui se passe, c'est que j'ai souvent des personnes qui font la même chose que moi, qui vendent du rêve. Donc, au lieu de vendre toi, tu vas peut-être des personnes qui vont penser que tu es la sauveuse, je vais aller là et du coup, je vais aller mieux mentalement, alors qu'en fait, il faut juste aller chez la psy, c'est pas chez la prof de danse. Voilà. Et du coup, moi, c'est plutôt le truc où on vient me voir et on me dit en gros, là, je veux gagner tant d'argent, mais moi, je suis pas bancaire, je vais pas te faire un chèque. Et du coup, il y a des formatrices qui vendent le rêve avant de vendre les connaissances. Et du coup, ça, c'est un... C'est dur ça. Ouais, il faut se battre du coup parce que nous, finalement, les personnes qui ne vendent pas le rêve, on galère à faire comprendre que ça ne marche pas comme ça. Et du coup, on fait confiance plutôt à celle-ci parce qu'il y a les paillettes. Il y a les paillettes.
Après, moi je pense, mais pareil, c'est une croyance, qu'on attire les gens qui nous ressemblent. Oui. Et des fois, ça met un peu plus de temps. Et tu vois, ce que tu me dis, ça me fait penser à Céline Ribeiro. J'espère que je prononce bien son nom, je m'en excuse si ce n'est pas le cas. J'ai acheté sa formation en ligne, elle vendait à l'époque, je crois qu'elle ne la vend plus, une formation Instagram. Ce qui m'a attirée chez elle, c'est que justement, elle ne vendait pas développer votre Instagram pour avoir un business à 6 chiffres. Enfin, tu vois, à moins que tu crois au Père Noël. Vendeur. Ben ouais, c'est vendeur, mais tu vois, pas pour tout le monde. Parce que moi, vraiment, toutes ces formations-là ne me parlaient pas du tout. Parce que, et peut-être il faudrait que je change mon mindset, mais je ne suis pas attirée par l'argent. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'épanouissement personnel. Alors bien sûr, il faut que je gagne ma vie parce que j'ai des bouches à nourrir, la mienne aussi, et que j'aime bien aller chez Zara. Mais voilà, tu vois, je ne suis pas attirée par le business à 6 chiffres. Tu me les donnes, les 6 chiffres, je les prends, hein, bien sûr. Mais voilà, donc ça ne m'attirait pas. Et en plus, je trouvais ça trop arnaque. Tu vois, mais tu vois, c'est... Et je me dis, Céline, je vois ce qu'elle fait, ce qu'elle a développé. Moi, je la trouve incroyable. J'ai trouvé sa formation, je ne l'ai même pas terminée, mais tout ce que ça m'a apporté, incroyable. Et je me dis, et j'en ai discuté un chouille avec elle quand j'ai échangé un petit peu avec elle, parce que je n'ai pas la prétention de la connaître, mais on attire les gens qui nous ressemblent. Donc des fois, ça met plus de temps. Moi, mes programmes, j'ai mis du temps aussi à les développer et tout. Mais je me dis, au moins, les gens qui viennent, ils savent pourquoi ils viennent. C'est pour ça que j'ai des jauges dans toutes mes formations très réduites. Et pardon, je reviens là-dessus. La seule formation donc, qui n'est pas en présentiel, enfin que je fais des fois en présentiel, mais qui là est en ligne, mais en ligne synchrone. Pas en ligne, tu achètes ta formation et voilà. C'est une formation pour les professeurs de danse qui n'a absolument pas vocation à remplacer le DE. Voilà, on ne va pas aborder la question du DE parce que ça va donner de l'urticaire à tout le monde. Absolument pas vocation à remplacer le DE, parce que pour moi le DE est super, est super dans les connaissances qu'il apporte, mais après un diplôme, pareil, il y a des gens qui sont forts pour remplir des trucs, pour passer des examens, mais dans la pratique, il y a quand même une petite différence. Donc je n'accorde pas plus d'importance que ça au DE, néanmoins je trouve que c'est super de pouvoir le passer si on veut enseigner dans ces domaines-là, mais par contre qui fait travailler sur la posture. Voilà. Voilà. Je dis ça parce que je me suis fait attaquer sur cette formation et en vrai chacun pense ce qu'il veut, mais je n'ai jamais dit que je formais des professeurs de danse. Je les perfectionne et je les fais travailler sur leur posture. Mais après moi je me dis que quand il y a de la critique, c'est qu'il y a quelque chose à prendre. Oui, mais après moi j'aime bien écouter, mais bon là tu sais, c'était dans l'euphorie de tout ce débat qu'il y a eu par rapport au DE, donc là il y avait beaucoup de frustration. Voilà, je dis aux gens, ne dirigez pas votre frustration et votre colère sur moi qui n'a rien à voir avec ça. Et cette formation existe avant tous ces débats. Donc merci de me foutre la paix. Tu vois, mais après, je comprends leur frustration, mais il y a peut-être des choses à travailler sur ces personnes-là aussi. Parce que du coup, moi je me dis que ça prend du temps parce que j'ai des élèves du coup échelonnés. Moi j'ai lancé ma formation, première version il y a un an. Ça a évolué depuis, j'ai changé des choses, j'ai mis des formules, des modules hybrides et tout ça. Et j'ai toujours du coaching en réel parce que déjà je veux avoir un lien avec mes élèves. Et du coup, je vois que j'attire moins que quelqu'un qui vend du rêve. Mais les personnes que j'attire, et j'en parlais tout à l'heure avec Olivia, et c'est des personnes qui me ressemblent. C'est des personnes qui ont de l'ambition, mais qui ne sont pas dans l'irréel et qui ont des valeurs qui me ressemblent. Et du coup, je préfère avoir ça. Et un jour où il y aura plus de monde qui se rendra compte que finalement, c'est mieux d'aller vers ce chemin-là. Et puis au final, les filles qui viennent vers moi, à chaque fois, elles me disent « Mais c'est vrai que là, j'avais l'impression que c'était une arnaque. » En fait, le fait de vendre le rêve, des fois, on se dit « Mais est-ce que c'est réel ?» On a l'impression de se faire avoir quelque part, même si en fait c'est pas une arnaque, parce que derrière tu vas vraiment avoir du contenu, etc. Tout est très sérieux, mais on a ce sentiment d'arnaque et je détesterais que mes élèves aient ce sentiment-là. Donc oui, déjà je le remarque un peu. Ouais, ça prend du temps. De toute façon, un business, en vrai, ça prend du temps. Enfin, je suis pas une spécialiste, pas du tout. Mais ouais, ça prend du temps. Moi, j'ai monté ma société il y a 2 ans et demi. Et je me rémunère que depuis le mois d'octobre, donc depuis 6 mois, tu vois, donc ça a mis 2 ans. Et les formations que tu proposes, tu les proposes depuis combien de temps ? En fait, la formation, le Smart Teacher, je l'ai proposée l'année dernière une fois, j'ai dû l'annuler parce que ça ne s'est pas rempli assez, tu vois. Après, je l'ai faite en novembre, là, elle s'est remplie à moitié par rapport à ma jauge. Et là, après, pour le coup, grâce à Instagram, mais parce que je pense que je l'ai faite en visio aussi, ça a évité aux gens de se déplacer, ça a plus marché. Mais
je ne vends pas que des formations puisque je suis formatrice. Donc, j'interviens dans des formations. Tu vois, je suis formatrice indépendante. Donc ça, je le fais depuis le début de la société parce que j'avais déjà un réseau et que j'ai la chance de travailler avec des gens qui me font confiance et qui me laissent faire ce que je veux. Mais les autres formations, c'est vraiment toi qui mène le bateau. Alors, il y a les formations que je crée moi, donc le Smart Teacher par exemple. Je la crée. Après, j'ai des programmes. C'est entre le coaching et la formation. Donc, c'est pour ça que je n'appelle pas ça que formation. C'est les performance development. Voilà, tout le performance development, le performance audition qui, lui, par contre, est une formation à part entière. Ça, oui, ça, c'est moi qui crée, c'est moi qui fais, c'est moi qui vends. Mais ça, je le vends un peu comme des stages de danse. Oui, enfin, oui, tu vois. non, mais oui, bien sûr. Voilà. C'est ponctuel. Voilà, et j'avais déjà un petit peu quand même une clientèle, tu vois, que j'ai retrouvée, oui et non, parce qu'après le Covid, un peu compliqué. Puis après, il faut refaire, faut créer le lien de confiance en fait. C'est ça qui est dur, c'est montrer aux gens qu'ils peuvent avoir confiance en nous. Et moi, au début, je me refusais à trop en montrer, je voulais pas trop montrer. Pareil, j'avais souffert à l'époque où je dansais beaucoup et que je faisais beaucoup de télé. Quand tu es un peu exposée, il y a ce qui va avec. Hein. J'ai jamais eu une notoriété de ouf, hein, mais c'était un peu avant les réseaux sociaux, fort heureusement, je crois. Mais malgré tout, je m'en suis pris plein la gueule. Et du coup, je crois que j'osais plus développer mon Insta et tout, parce que j'avais peur de ça. Et quand j'ai réussi à travailler sur ces blocages-là, j'ai osé montrer ce que je faisais. Tu vois, en me disant, tant pis, ça plaît pas et tout, c'est pas grave. Et c'est là où finalement, en montrant, tu vois, ces petites vidéos où les gens sont en immersion dans le programme, du coup, ça a créé la relation de confiance. Ouais, moi, tu vois, le podcast, c'est aussi pour ça que je l'ai créé. Bon, pas que, puis je me prends vraiment au jeu, j'adore, comme je disais à Olivia, là, j'adore être là, venir à la rencontre des gens, rencontrer des gens, déjà, c'est ça le but. Mais c'est créer aussi le lien de confiance avec l'auditeur, et parce que du coup, ça montre un peu plus qui je suis. J'exprime plus ma pensée qu'à travers mon format qui reste sur toujours la même ligne, on va dire, même si parfois je vais montrer un peu plus de mes valeurs, mais quand même, c'est sur le podcast que je peux m'exprimer pleinement. Ouais. Et c'est pour ça surtout que j'espère que ça va permettre aux gens d'avoir confiance en moi. En fait, c'est vraiment le premier objectif, on va dire. Ouais, c'est très smart. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet en particulier, du coup, sur l'épisode, c'était l'estime qu'on peut avoir de soi. Ouais. Donc, en fait, le reflet, le regard qu'on peut porter sur nous-mêmes. Donc, aussi bien pour un danseur, donc il va avoir le reflet de lui dans la glace, physique, de ce que ça va rendre quand il va danser, ou simplement physique, au pur et dur, ou quelqu'un de lambda qui va se préparer le matin, ou plus communément aujourd'hui dans le reflet du téléphone, tu vois, quand on est exposé, etc., ou même tout le monde se prend en photo tout le temps, tout le monde met des photos tout le temps, etc. Quel regard on a sur nous. Et en fait, est-ce que toi, vu que tu rencontres des gens qui ont des problématiques, etc., est-ce que tu rencontres des personnes qui ont cette problématique-là de ne pas s'aimer, de ne pas aimer ce qu'ils voient dans la glace, etc. Oui, c'est quasiment que ça, presque. Ouais. Enfin, plus ou moins. Après, chaque coach a sa couleur un petit peu, tu vois. Quand je dis sa couleur, c'est qu'il a un peu ses filtres, ses outils et un angle d'attaque, tu vois. Parce que quand tu écoutes une personne parler, tu peux juste, c'est déjà beaucoup, voir des croyances. Donc, c'est ton filtre, tu travailles beaucoup sur les croyances, sur ce que pense. Moi, j'ai souvent ce filtre de l'estime de soi. C'est vrai que je pense que, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi, donc je pense que c'est mon filtre, c'est un peu ma couleur. Donc, et dans la danse, c'est la question qui revient souvent. Donc, c'est vrai que souvent, quand les gens viennent à moi, c'est pour ce genre de problématique. Ou en tout cas, je finis par traiter ça parce que dans la problématique, on amène là-dessus. C'est un sujet qui est vaste, qui est très vaste. Donc oui, on parle beaucoup. Les danseurs, en plus, sont confrontés beaucoup à leur image. Voilà. Mais l'estime de soi, ça traite de nos 3 pôles de fonctionnement. C'est à la fois nos actions, notre comportement, à la fois ce qu'on pense et à la fois ce qu'on ressent. Donc, tu fais le tour d'une personne très vite. Toi, comment tu les amènes à aller apaiser en fait ce problème Alors, moi, je les apaise pas. Ouais. C'est eux qui s'apaisent tout seuls. Souvent, c'est là où je suis à la fois coach et formatrice. C'est-à-dire que moi, j'aime bien leur expliquer c'est quoi l'estime de soi. Parce qu'en fait, tout le monde parle de confiance en soi et pas d'estime de soi. Et il y a souvent un amalgame qui est fait entre la confiance en soi et l'estime de soi, et même, j'ai envie de dire, l'image de soi. Oui,
quand je discute avec des danseurs, je leur dis, si déjà vous êtes là, en fait, vous êtes en formation, c'est que vous avez un minimum confiance en vous. Donc là, déjà, ils te disent, non, pas trop, moi, je doute beaucoup. Mais douter, c'est pas ne pas avoir confiance. Douter, ça fait juste partie de la vie, quoi. En fait, quand tu n'as pas confiance, tu passes pas à l'action. Donc, si tu passes à l'action, et là, tu es en formation, tu passes à l'action, c'est que tu as un minimum confiance en toi. Par contre, quand tu passes à l'action, quand tu oses passer seul, face caméra ou faire des choses, qu'est-ce que tu penses de toi après? Et c'est souvent là où il y a un problème. Donc, des fois, souvent, je dis souvent de mon expérience, peut-être qu'il y aura un autre coach qui te dira, elle dit n'importe quoi celle-là, mais souvent, les gens ont confiance en eux, ils passent à l'action, mais ils jugent ce qu'ils font et ils parlent mal d'eux, ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Donc ça, tu traites pas, tu fais pas travailler la personne de la même façon. Ouais. C'est ça, hein. Enfin, moi, c'est dans ça que c'est à ça dont je pensais parce que, par exemple, moi, j'ai des élèves aussi qui n'osent pas parler face caméra avec le téléphone. Quand elles doivent s'exprimer auprès de leurs clients, c'est parfois nécessaire de montrer quand même qui on est. Une photo, ça peut être OK. Des fois, c'est même pas la photo, mais des fois, ça peut être OK, je vais essayer de parler face cam, mais en fait, derrière, je me mets une montagne de stress. Et en fait, c'est le reflet, donc vraiment, c'est ce truc-là que je voulais dire. Le reflet, le regard qu'on porte sur nous, parce que on a réussi à le faire, mais après, derrière, ce que ça engendre. Ouais, et puis après, il y a cet autre pôle qui est l'amour de soi. C'est est-ce que je m'aime inconditionnellement, quoi. Est-ce que toi, tu as eu des problématiques par rapport à ça au début de… Moi, personnellement, oui, et puis j'ai envie de dire toujours. Enfin, dans le sens où aujourd'hui, je suis outillée pour travailler sur moi, mais l'estime de soi, c'est pas quelque chose que tu travailles une fois, que ce soit en psychothérapie ou avec un coach ou je ne sais par quel moyen qui existe aujourd'hui. Et après, toute ta vie est un long fleuve tranquille. Et tu vois, j'en parlais avec une de mes coachées ce matin. C'est que il y a une fausse croyance dans la vie où le bonheur, c'est Barbieland. Mais en fait, les gars, si vous avez vu le film, Barbieland, on s'ennuie. Oui. Tu vois, je fais attention à mon vocabulaire, mais on s'ennuie. C'est-à-dire que Barbie, elle n'a même pas le droit de penser à la mort ou des trucs, tu vois, à des pensées négatives. Et en fait, être heureux ou avoir une vie épanouie, c'est pas nécessairement ne pas avoir des pensées négatives, c'est juste savoir rebondir sur ces pensées-là, voilà, ou être outillé pour ça. Donc moi, je fais ça. Alors, j'ai fait un gros travail grâce à ma formation de coaching. Et puis après, tu travailles et puis après, ça mature encore. Donc voilà, ça travaille toujours. Mais comme tout le monde, j'ai des doutes, des grosses remises en question où des fois, tout est noir, il n'y a rien qui va. Vraiment, quand c'est comme ça, je vais me coucher. Je dis, bon, va te coucher, t'es fatiguée. Parce qu'en vrai, déjà, quand t'es fatiguée, c'est compliqué de travailler sur toi. Donc voilà. Mais oui, je suis toujours confrontée. La différence, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus d'outils, de maturité forcément. C'est pour ça que moi, j'aime prendre de l'âge personnellement. Mais aussi parce que j'ai les outils pour, donc je m'auto-coach. Et est-ce que quand, du coup, tu as combien d'enfants? Deux, ouais. Quand tu es devenue maman, est-ce que, parce qu'en tant que danseuse, du coup, ça change beaucoup de choses, ça change son corps et sa vie après. Est-ce que tu as eu, à ce moment-là, tu as vécu ce changement, ce regard peut-être envers toi, difficilement ou pas Très difficilement. Ça a été, j'étais hyper heureuse d'être maman parce que je l'ai voulu, tu vois. Bon, ça nous a pris comme une envie de pisser, mais n'empêche que voilà, on était très très contents. C'est juste, on discutait, tu vois, au resto, tu veux un enfant? Ouais, c'est bien, bon, on fait un enfant. Ok, bon voilà. Tu vois, nous on est comme ça, on fait pas des plans sur la comète. Donc j'étais hyper heureuse d'être maman, de tenir ce petit bout de chou là comme ça qui maintenant est grand. J'ai dit que j'allais arrêter de le nourrir pour qu'il arrête de grandir, mais j'étais hyper heureuse, mais j'ai pris 30 kilos sur ma première grossesse. Donc je suis ressortie, moi je pensais que j'allais accoucher et que mon ventre allait redevenir tout plat comme toujours ce que j'avais connu. Et aller 2-3 kilos en plus, tu penses bien que quand tu prends 30 kilos, le bébé il en fait pas 30 quoi, tu vois. En plus j'ai eu 2 césariennes, voilà, donc bref. Et ça a changé beaucoup de choses. Moi j'ai des TCA, donc ça j'en parle beaucoup parce que pas juste pour sensibiliser les gens. Donc forcément le rapport au corps c'est une catastrophe. Tu les avais déjà avant les TCA? Oui, je les ai depuis petite. Je les ai depuis
ma première crise d'anorexie, je devais avoir 10-11 ans. Ah d'accord, j'étais vraiment pas au courant. Ouais. Tu veux en parler ou pas? J'ai pas de tabou avec ça. Après, je suis pas la personne pour aider les gens là-dessus, mais juste pour témoigner, pour sensibiliser, à dire que faut pas avoir de tabou. T'as des TCA, t'en parles. Déjà, t'en parles, c'est bien parce que ça veut dire que t'es honnête avec toi-même. Au lieu de te dire, mais non, tout va bien. Voilà. C'est pas que la danse qui m'a donné ces TCA aussi. Il faut sortir de ça. Après, c'est sûr que la danse, quand t'as des TCA, c'est pas forcément le bon truc. Non, c'est clair, tu vois. Mais voilà, j'ai eu ça. Donc forcément, ma grossesse a réveillé tout ça, mon rapport au corps. Voilà, donc il a fallu que je travaille dessus après, ouais. Ok. Et du coup, donc quand tu as pris ces 30 kilos et que tu as accouché, après, tu as redansé? Non. Non, parce que c'est pas possible physiquement. Et surtout, je n'avais plus l'envie. Ah, d'accord. Alors, je ne saurais pas te dire aujourd'hui, il me faudra peut-être plus de recul, si je n'ai plus envie à cause de mon corps, ça c'est sûr. Mais même après, je sais pas, le fait de devenir maman, j'avais plus envie de danser, de m'exposer, tu vois. Ouais, et du coup, ça a changé un truc en moi. Ça a été ça la transition après vers la formatrice? Le premier pas. Non, j'étais pas encore sur le formateur. De toute façon, je donnais des cours de danse, donc en vrai, je dansais toujours, mais je m'exposais plus. Oui. Après, j'ai chorégraphié dans des émissions de télé, donc je dansais pas parce que j'avais pas envie de danser, et puis j'avais pas retrouvé ma ligne aussi, quoi qu'il arrive. Donc il était hors de question que j'y aille. Et après, ma deuxième grossesse, là, il y a eu d'autres déclics. Mais il y a eu 5 ans et demi entre les deux. Et les déclics, ça a été quoi? Le déclic, ça a été ma deuxième grossesse. J'avais commencé mes programmes, mes performances, ils étaient déjà là et j'avais envie d'autre chose. Ok. Ouais. Et je sais pas, en devenant maman, j'ai pas le recul encore pour expliquer tout ce qui s'est passé, mais j'avais envie d'autre chose. J'en avais marre, j'avais pas envie d'avoir des couettes toute ma vie. Quand je dis des couettes, on danse pas, mais tu sais, en plus, j'ai un style de danse qui, je trouve, vieillit mal. Enfin, sur les gens, mais ça c'est une croyance, parce que Brian Freeman, je sais pas quel âge il a, et franchement il danse toujours, donc tu vois, c'est une croyance limitante que j'ai, mais je sais pas, je me reconnais, en fait ça n'était plus moi. Oui, voilà. Tu vois, et même ce matin je suis retombée sur une de mes anciennes vidéos qui m'a fait déprimer, je me suis dit mon Dieu, je sais même pas comment j'ai fait carrière avec ça, et je trouvais ça vraiment tout pourri, et je me dis, je ne suis plus du tout cette personne. Ouais. Tu sais, comme si c'était vraiment une autre personne, quoi. Après, je pense qu'on évolue, quoi. Ah bah oui, et c'est comme, j'ai l'impression, tu sais, c'est comme quand les phénomènes de mode, si tu regardes il y a 10 ans comment tu étais habillée, les personnes peut-être que tu fréquentais aussi, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais c'est parce que la vie, elle avance et qu'on fait notre chemin, quoi. Oui. Mais voilà, enfin, tu vois, je crois que je n'avais plus envie d'être cette personne-là qui dansait ou même qui, à un moment donné, je me suis dit, je ne veux plus être ce professeur de danse. Ouais. Tu vois, alors que il n'y a rien de mal à être professeur de danse. Sinon, j'aurais pas créé de formation. Et je suis toujours un peu, parce que des fois, je donne des cours open et que dans mes formations, il y a quand même un support chorégraphique. Mais, tu vois, cette approche, je vais prendre mon cours pour me détendre et du coup, je vais au cours de Nathalie. Non, je voulais plus être cette personne-là. Mais sans dénigrer le métier ou quoi. Moi, ça ne me correspondait plus. C'était plus mes envies, mes aspirations. J'avais envie d'autre chose. Mais est-ce que c'était pas aussi, tu n'avais plus envie de travailler avec ce type de public qui avait cette demande envers toi? Alors, j'avais plus envie de travailler avec des gens qui savent pas pourquoi ils sont dans la salle. Voilà. Donc déjà, dans des masterclass ou dans des programmes, tu sais pourquoi tu viens. Tu n'es pas dans de la consommation. Et dans les formations pro dans lesquelles j'interviens, a priori, les gens savent pourquoi ils sont là. Je dis a priori parce que bon, il y a toujours des gens qui se sont un petit peu perdus, qui sont arrivés là parce qu'ils avaient vu de la lumière. Bon, voilà. Mais malgré tout, tu vois, j'ai besoin de cet échange. C'est vraiment pas une question de niveau, parce que les débutants, j'adore ça. C'est vraiment une question d'engagement et d'investissement. Et aussi parce que notre métier de prof de danse, enfin pareil, je dois avoir des croyances, mais la façon dont il évolue avec les réseaux sociaux, moi, me déplaît fortement. Parce que ça doit venir de mon sale caractère, mais j'ai jamais démarché. Du coup, là, j'avais l'impression que limite pour avoir des élèves, il fallait commencer à se vendre. Et ça, moi, j'ai beaucoup de mal, mais probablement, je sais pas, je dois avoir un côté très hautain. Mais en fait, tu viens à mon cours, tu sais pourquoi tu viens. Je vais pas te déballer. Tu vois, c'est pour ça que j'avais du mal avec le marketing en général, parce que je dis, mais attends, je vais pas baisser mon froc pour que les gens viennent à mes programmes. Et Céline m'a fait voir les choses différemment. Tu vois, la formation dont je parlais. Sur le côté, non, en fait, on ne te demande pas de baisser ton froc et de dire ce que tu fais, mais plutôt d'exprimer pourquoi tu le fais. Oui. Et ça, il y a une vidéo qui, je trouve, est très pertinente. Moi, je la mets pour les danseurs, mais pour les entrepreneurs, c'est pareil. Le cercle d'or de Simon Sinek,
je prononce à la française, le cercle d'or, c'est génial, ça me parle. Ça, cette approche marketing-là me parle. Sur pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce qui t'anime dans la vie. Oui, c'est ça. Et moi, ce qui m'anime, c'est l'humain. Tout le temps, on dit qu'il faut chercher le pourquoi et c'est comme ça qu'on attire les gens. Bon, c'est un peu bateau la phrase, mais en vrai… Oui, mais non, parce que j'en parlais avec ma coachée de ce matin, parce que je parlais du cercle d'or. Et tu vois, pourquoi on est pro-Apple ou pas d'ailleurs, et pourquoi on est Starbucks. On parlait du Starbucks aussi. Tu vois, le Starbucks, les gens qui aiment le Starbucks, c'est presque une religion. Ouais. Tu vois ou pas? Tu vois, tu vas prendre ton Starbucks, tu veux ton mug Starbucks, tu veux ton truc et tout. Pourquoi? Je sais pas, il y a un truc, un peu un état d'esprit, parce qu'ils vendent quelque chose au-delà du café. Au Starbucks, en fait, pour les gens qui veulent juste un café, c'est pas le bon truc, quoi. C'est clair. Tu vois? C'est clair. Donc, c'est ça. Et en fait, il faut trouver ce truc qui t'anime et ce truc qui, du coup, va fédérer. Et c'est vrai que sur le milieu de la danse, après, sur les réseaux sociaux, on se perd un peu. Et puis, en général, les réseaux sociaux, ça peut devenir vite superficiel dans ce milieu-là, artistique. Et du coup, c'est vrai qu'il y a cette tendance à ne plus savoir pourquoi on vient, mais c'est là, tu as posté une vidéo il y a pas longtemps. Ouais, sur la consommation, sur la consommation un peu, ouais. Bon, elle est très parlante. Ouais, mais alors, tu vois, des fois, elle a été mal comprise par les gens, parce que je parle de consommation. C'est ok de consommer un cours de danse, parce que malgré tout, l'élève est quand même client. Faut pas l'oublier. Mais il faut juste être au clair sur pourquoi tu vas prendre le cours de danse, et toi, prof, pourquoi tu enseignes. Si les deux sont au clair sur ça, c'est ok. Et tu vois, cette approche qu'on a normalement dans la formation professionnelle, c'est quelles sont tes attentes. Et en fonction des attentes de la personne, tu sais si ta formation, soit tu réadaptes. Moi, des fois, ça m'arrive de réadapter mon contenu parce qu'on m'a dit, moi, j'attends ça, j'attends tel topic. Ah, je l'avais pas prévu. Est-ce que je peux le faire? Oui, je peux le faire, c'est raccord et tout. Je ne vais pas l'orienter sur une autre formation. C'est ok. Donc, des fois, tu vois, il faut quand même répondre aux attentes. Et ça, des fois, le professeur, pas tout le temps, pas tout le monde, mais c'est un peu qui même me suivent. Non, ton rôle de formateur, c'est aussi de t'adapter jusqu'à un certain point. Oui, c'est clair. Tu vois? Voilà, des fois, il y a des gens qui me disent, je sais plus, un jour, ce qu'on m'a dit, quelqu'un qui vient dans le performance development et qui me dit, je veux travailler techniquement. J'ai recadré tout de suite, attention, le performance development n'est pas un perfectionnement technique. On est sur de l'artistique, sur l'interprétation et sur du développement personnel à travers la danse. Voilà, donc tu recadres, tu vois, et après, si on s'entend pas là-dessus, c'est pas grave, on n'est pas fait pour être ensemble à ce moment-là, et c'est ok. Oui, mais c'est comme ça qu'on attire les personnes qui nous ressemblent. Voilà, exactement. D'habitude, je finis les interviews en posant une question pour les formateurs en ligne et tout ça, qui est toujours la même. Là, je l'ai un peu modifiée par rapport à la thématique qu'on a abordée aujourd'hui. Ça serait plus, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui viendraient vers toi et qui te diraient qu'ils ont peur de se lancer dans, par exemple, un milieu artistique. Je sais pas, par exemple, tu dois avoir des gens qui veulent passer des auditions, mais qui n'osent pas par rapport à leur image de soi, par rapport à leur estime de soi. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, qu'est-ce que tu leur donnerais comme message d'espoir? En gros, pour finir, tu vois, ce podcast, est-ce que tu aurais un message d'espoir et un petit boost? Moi, je pense que tout s'apprend. Donc en fait, tu as des blocages. Si déjà tu as une prise de conscience que tu as un blocage, déjà c'est merveilleux, parce qu'il y a quand même des gens, des fois j'entends parler des gens et je me dis c'est pas que la personne ne veut pas danser ou machin, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle, donc elle y va pas, tu vois. Donc si déjà tu as cette prise de conscience que tu as un blocage, c'est presque 90%, j'abuse sur les 90% du chemin, mais finalement pas tant que ça. Donc moi ce que je dirais aux gens qui ont des blocages et tout, c'est que tout s'apprend. Ce qu'il faut, c'est poser les choses, brainstormer avec soi-même, et ne pas hésiter à se faire accompagner de la bonne personne. Des fois, c'est un coach, des fois, c'est un psy, des fois, c'est un sophrologue, des fois, il faut faire de la méditation. Des fois, il faut prendre un coach sportif parce que tu vas aller te dépenser, du coup, ça va te débloquer tes trucs, je sais pas. Hein. Mais ne pas hésiter aussi, savoir s'entourer. Ouais. Savoir s'entourer, mais tout s'apprend. Donc, si tu sais pas faire quelque chose, tu peux apprendre à le faire. Toi, tu t'es lancée direct dans les castings, auditions de toi-même? Ouais. Oui, je suis arrivée de ma province, j'ai pris des cours parce qu'il fallait se remettre à niveau. Et après, j'allais. Mais parce que j'ai ce caractère un petit peu fonceur, tu vois. Et après, des fois, avec le recul, je me dis quand même, t'as fait des trucs, t'aurais dû réfléchir avant d'y aller. Mais c'est vrai que j'ai ce caractère un peu fonceur, donc j'allais, je me prenais des vents, des trucs, mais voilà, j'ai retourné, tu vois. Mais parce que aussi, j'ai la chance d'avoir eu une enfance facile. Enfin, tu vois, dans un milieu aimant, alors oui, j'ai mes parents qui ont divorcé, mais
ils ont quand même plutôt bien géré. J'ai pas de traumatisme. Du coup, je suis relativement équilibrée parce qu'on peut toujours, tu vois, toujours des petits trucs à travailler. Voilà, donc j'ai cette chance-là, tu vois. Je peux pas me donner en exemple et me positionner genre en mentor parce que moi, j'ai osé passer des auditions. Parce que mon enfance aussi, ça va peut-être horrifier des gens ce que je vais dire, mais m'a conditionnée à avoir confiance en moi et à oser faire des choses, tu vois. Moi, je trouve que... Alors, attention, et je suis parent, je trouve juste qu'il y a beaucoup de choses qui nous appartiennent, pas tout, parce qu'il y a le tempérament de l'enfant, et il y a plein de choses, et que tous les parents font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, tu vois. Mais moi, j'ai eu cette chance d'avoir des parents équilibrés, et voilà. Je pense que oui, d'avoir des parents équilibrés, etc., pas de traumatisme et de gros problèmes dans l'enfance, ça aide énormément. Ça aide à avoir confiance en soi et du coup à oser faire des choses. Et mes parents me soutenaient dans mon projet. Donc voilà, j'ai une scolarité qui s'est bien passée aussi. Donc du coup, je pense que ça m'a un peu donné confiance en mes capacités, tu vois. Je dis ça parce que des fois, il y a des gens qui n'osent pas. Alors, c'est pas la faute de leurs parents, mais c'est juste que quand tu as vécu des traumatismes, c'est plus dur. En fait, donc c'est pas que tu n'es pas capable, c'est que peut-être que tu as un travail à faire que certaines personnes n'ont pas besoin de faire. Mais il y a eu des moments où moi j'ai eu des choses à faire, des travails à faire sur moi ou sur d'autres trucs où des gens n'auront pas. Et puis il y a des gens qui ont des traumatismes peut-être et qui sont bien plus doués que moi techniquement, artistiquement. Oui, voilà, enfin, tu vois, c'est pour ça, il faut se comparer aux autres, on le fait tous, mais il faut contextualiser quand on se compare. On peut pas se comparer, on se dit pourquoi moi j'y arrive pas. Si toi tu as eu une enfance lourde avec des parents qui ne te soutenaient pas, je vais grossir les traits, des parents qui t'humiliaient, qui te disaient que tu n'étais pas ci, que tu n'étais pas ça, parce que malheureusement ça existe, forcément ça va être moins facile peut-être pour toi que pour quelqu'un qui vient d'un milieu où on lui a répété qu'il était génial, qu'il était merveilleux. Ah mais c'est sûr, mais je pense aussi qu'il faut se dire que même si on vient de ce milieu, et qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont vécu ça ou qui vivent ça, soit il faut se faire aider par les bonnes personnes comme tu dis, pour réussir à soigner ces traumatismes et aller de l'avant et déjà conscientiser ça pour ensuite essayer de mettre en place des choses pour réaliser l'objectif final, par exemple passer une audition, je sais pas. Mais je pense que tout le monde peut le faire à partir du moment où on travaille sur soi. Moi, je pense que tout le monde peut le faire, peu importe ce qu'on a vécu. Je dis juste que quand on se compare à des gens, il faut contextualiser. Donc, des fois, on se compare à des gens, on ne connaît pas leur histoire. Et des fois, quand tu découvres leur histoire, la personne, elle a vécu tout ça, elle y est arrivée, et là, c'est inspirant, tu vois. Mais on n'est pas égaux face à ça, on n'est pas égaux face à la résilience aussi. Donc, juste, voilà, ne pas se comparer, et tout s'apprend, tout se travaille. Voilà. Oui, et puis parfois, on se compare aussi à des gens qui ont un passé, qui ont beaucoup plus d'expérience. Et du coup, là, on ne peut pas se comparer parce qu'on se rend compte. Moi, des fois, je me compare à des personnes qui ont beaucoup plus de moyens, d'expérience. Donc, du coup, les moyens sont mieux avec l'expérience et le succès en grandissant, quoi, à force des années. Mais du coup, je me rends compte que je ne me compare pas aux bonnes personnes parce que je ne peux pas être à ce niveau-là. Vu que en fait, il faut vraiment du contexte. Tu vois, si tu compares, c'est pour ça que je disais, on n'est pas des marques de lessive parce que bon, la lessive, elle est là pour enlever les taches. Donc, tu vas pouvoir comparer les compositions, les trucs, les machins. Où tu vas à Leclerc, au Monoprix ou au Auchan, ce que tu veux, tu prends 2 tablettes de chocolat et tu vas comparer les lipides, les glucides, les machins, je sais pas, les trucs. Bon, bref, et tu vas les comparer. Ça, c'est comparable. C'est 2 tablettes de chocolat. Ok, c'est comparable. Mais 2 êtres humains, il y a tellement de facteurs. Tu vois, quand j'entends, oui, mais regarde, elle fait ci, elle fait ça. Tu vois, ne serait-ce que sur la souplesse. Mais les gars, on n'est pas tous fait pareil. Il y a des gens, moi j'ai ma meilleure amie qui déjà est née avec des facilités. C'est pas pour ça que ça lui a suffi. Ça reste quelqu'un qui avait peut-être des facilités sur la souplesse, mais qui malgré tout a travaillé et est encore plus souple que ce qu'elle pouvait être, tu vois. Donc voilà, je dis juste que faut se donner les moyens, mais que parfois se donner les moyens, c'est plus dur pour certaines personnes que pour d'autres parce qu'on n'est pas tous égaux face aux épreuves de la vie. Et c'est pas grave, ça veut pas dire qu'on va pas y arriver. On pourrait citer plein de noms de gens qui ont des histoires dures et qui s'en sont sortis, tu vois. Tout est possible, mais je vais pas me comparer. C'est juste ça. Moi, je suis pas souple. J'ai du mal au niveau souplesse. Et quand des fois, en fait, je pense en grandissant, c'est vrai, en prenant de la maturité, je me suis dit, oui, regarde,
elle est plus souple sur ça, elle va plus réussir sur ce type d'exercice. Mais sur, par exemple, question de rythmique, ben, moi, j'aurais plus la facilité parce que c'est ça que j'ai plus fait. Donc, forcément, ben, tu te rends compte, ben oui, mais elle est souple. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ça. C'est toujours la même chose. Donc, le derrière, le passé, etc. Et puis aussi, tu vois, se dire, bon, la souplesse, des fois, on peut être limité physiquement. Oui. Donc, bon, il y a ça. Mais se dire, ok, j'ai envie de développer ça, cette personne-là, elle a ça et j'ai envie de l'avoir. Donc, ça, c'est le côté positif de la comparaison. C'est-à-dire, je m'inspire. Ben, du coup, ok, qu'est-ce que je peux faire pour avoir ça? C'est ça. Tu vois? Et là, tu te mets en action, sachant que, bon, bah là, sur le truc de la souplesse, il y a d'où tu pars et où tu peux aller, quoi qu'il arrive. Il y a ton corps à un moment donné qui te dira, va bien te faire voir. Donc, voilà, quoi. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour de cet épisode. Est-ce que tu as envie d'aborder quelque chose? Bah non, je pense qu'on a tout dit. Ben, écoute, merci d'être venue sur le podcast et de nous avoir donné toute ton expérience, tes connaissances et partagé avec nous. Moi, je vous dis à samedi prochain pour un prochain épisode et à bientôt.